Soyez les bienvenus, bonjour à tous. Ce matin, on va aller en Seine-Maritime, en Savoie ou encore dans les Landes, car c'est ça l'Instant R, un magazine réalisé avec les 24 rédactions régionales de France 3. On va par exemple tester à Dieppe l'A110, c'est la dernière née d'Alpine. 23 ans après l'arrêt de la production, Renault relance la marque mythique, une voiture qui semble bien être en route pour un beau succès commercial. Si vous étiez avec nous hier, vous avez sûrement découvert l'entreprise Chevalet qui fabrique notamment toute une série de produits avec du lait de jument. On va continuer à visiter aujourd'hui cette entreprise qui a dû s'adapter pour répondre à nos nouveaux modes de consommation en étant notamment présent sur le net. Mais avant cela, c'est l'instant pratique. L'instant où on répond à toute une série de questions qui peuvent nous simplifier la vie, voire nous la sauver. Et oui, avec l'arrivée de l'automne, on s'est demandé quels étaient les réflexes à avoir pour garder le contrôle de sa voiture quel que soit le temps. Regardez, il y a 2-3 trucs à connaître. Vous l'avez peut-être vécu cet été au volant, la route est sèche et soudainement un rideau d'eau s'abat sur la chaussée en raison des orages. Dans des circonstances aussi inattendues, il faut savoir garder son sang-froid et le contrôle de son véhicule. Alors comment réagir en cas de pluie, mais plus largement quel comportement adopter sur la neige ou sur le verglas? Quels équipements faut-il avoir sur sa voiture? L'Instant pratique vous distille ses conseils avant l'hiver pour mieux conduire en cas de situations inhabituelles. Chaussée mouillée ou légèrement inondée, à pleine vitesse, c'est le dérapage assuré. On a des réflexes, mais c'est pas toujours les bons. Alors là, ça recadre un petit peu les choses. C'est plutôt pas mal. Ça permet de se mettre dans des situations inhabituelles et d'essayer de gérer ça au mieux. Même si on s'y attend, la surprise est quand même là. Et la moindre erreur fait qu'on part dans le décor, on s'en rend bien compte. Ces salariés ont été envoyés en stage ici en Alsace pour apprendre les gestes qui sauvent de la sortie de route. Le conseil quand le véhicule part de l'arrière, c'est de stabiliser la masse du véhicule en appuyant sur l'embrayage. Et surtout, le plus important, c'est d'essayer de toujours regarder là où on veut aller. Si je regarde là où je veux aller, automatiquement, les mains sont censées suivre nos yeux. Conseil numéro 1, en cas de glissade due à la pluie, il faut donc débrayer et regarder au loin dans la direction désirée. Mais bien sûr, la variable essentielle, c'est avant tout la vitesse. Conseil numéro 2, modérez votre allure pour limiter les risques. C'est d'autant plus vrai sur la neige, les coups de frein brusques sont déconseillés. Démonstration. Un virage en épingle à cheveux en deuxième. Vous voyez, la voiture, elle chasse de l'avant et de l'arrière. Voilà. Donc on recommence en premier, à allure plus réduite. Voilà, on a un angle de braquage beaucoup plus court, l'avant ne se décale pas, l'arrière non plus, on ne chasse pas. Autre exemple, l'obstacle inattendu sur la chaussée. L'anticipation, c'est le mot-clé. Là par exemple, je vais simuler que l'obstacle surgit au dernier moment. Je l'ai vu venir, mais dans ma tête, je suis prioritaire. Je maintiens l'allure, je suis surpris, je vais devoir éviter au dernier moment, et forcément brutalité latérale. Voilà. Et pourtant, je n'étais qu'à 22 km/h. Et pour bien anticiper au volant, il faut avoir de bons équipements. Dernier conseil, assurez-vous d'avoir un véhicule en bon état. Batterie, feu de signalisation, lave-glace ou liquide de refroidissement doivent être opérationnels, sans oublier des pneus de bonne qualité pour l'adhérence. Même si on n'a pas de neige, les pneus hiver sont quand même essentiels. Parce qu'après, tout ce qui est température inférieure à 0, même en dessous de 8, les pneus seront plus performants hiver que des pneus été. Mais tout ce qui est visibilité, bien se faire voir et être vu. Tous les professionnels en sont convaincus, l'état d'esprit du conducteur joue un rôle primordial. Alors un rappel, le téléphone au volant on l'oublie et un état d'alerte permanent est nécessaire pour accroître sa vigilance. Les stagiaires ici ont le permis, donc ils ont déjà des compétences qu'ils mettent en œuvre, peut-être à 80%, peut-être à 95%, on peut toujours faire un peu mieux. On résume pour ne pas partir dans le décor. De manière générale, modérez votre vitesse pour éviter les obstacles et ne pas avoir à freiner brusquement, en particulier sur la neige. En cas de glissade sur chaussée mouillée, il faut débrayer et poser son regard au loin. Contrôler les équipements de votre véhicule et bien sûr faire preuve de concentration, c'est la clé de l'anticipation. Et vous êtes désormais fin prêt pour tester l'A110, c'est la dernière née d'Alpine. Renault a décidé de relancer la marque mythique 23 ans après l'arrêt de la production à Dieppe.
Élu plus belle voiture de l'année 2017, son succès commercial est déjà garanti. Il faut dire, vous allez le voir, que le nouveau coupé sport s'inscrit dans la droite lignée de la berlinette. Retour sur une success story normande. Ils ont connu les plus belles heures d'Alpine, amenant la berlinette jusqu'au titre de champion du monde des rallyes en 73. Ça a marqué mon histoire, oui. C'était de l'amour du travail et de la voiture. En 2002, lors de la création de leur association, impossible pour ces anciens salariés d'Alpine d'espérer voir un jour ce petit miracle. « 252 chevaux, propulsion à moteur central arrière. Avec ses 1080 kg, le coupé sportif atteint les 100 km/h en un peu plus de 4 secondes. Comme ses aînés, la 110 est produite à Dieppe, dans l'usine créée par Jean Rédélé en 1969. Renault a investi ici 35 millions d'euros pour relancer la marque. Un atelier tôlerie a fait son entrée pour coller et rifter caisses et châssis 100% aluminium. L'arrivée des robots de ponçage et d'essuyage dans l'atelier peinture et une ligne d'assemblage modernisée assurent une finition haut de gamme. Les enjeux sont des enjeux premium côté qualité, donc on doit avoir une voiture à la perfection avant de la remettre dans les mains du client. Pour réaliser ces opérations souvent manuelles, 150 personnes ont été recrutées ces 2 dernières années. Au total, 400 salariés travaillent pour fabriquer chaque jour entre 15 et 20 Alpines. Si on se compare à nos collègues de Cléon ou de Sandouville, nous sommes bien moins nombreux, mais c'est ce qui fait aussi la spécificité de notre usine qui est là pour la petite cadence. Donc c'est ce qu'on fait avec cette Alpine, c'est ce qu'on a fait aussi dans le passé et qui fait la nature de notre usine. Un travail d'orfèvre qui fait la fierté des employés. On a le sourire de voir que c'est une voiture qui plaît et que c'est nous qui travaillons dessus toute la journée. C'est une fierté de voir le renouveau de cette marque en Normandie, dans l'usine Alpine. Historiquement, l'Alpine est une création normande. À Dieppe, après la Seconde Guerre mondiale, Jean Rédélé reprend la concession familiale Renault. Pilote de course à 16 heures, auréolé de plusieurs titres à bord de sa 4 chevaux, l'homme décide de créer sa voiture de sport. Le premier modèle, la 106, sort en 1955. Suivront la 108 et surtout en 1962, la 110, surnommée la berlinette. 1969, Jean Rédélé voit grand, il construit une nouvelle usine à Dieppe, avenue de Bréauté. Nous espérons dans quelques mois, plutôt quelques semaines, doubler ou tripler nos moyens de production pour arriver en courant 70 à des productions de l'ordre de 2500 à 3000 voitures par an entre la France et l'étranger. À côté de la production commerciale, Alpine s'engage dans la course automobile, sur route ou sur circuit, comme ici, aux 24 heures du Mans. Pour préparer les bolides et leur porter assistance, une équipe de mécaniciens, désormais membres de l'association des AA. Quand on partait en assistance, on était un autre homme, on n'était plus du tout pareil. C'était l'engouement, vraiment la passion, toujours arriver à l'heure au point d'assistance et tout. Non, c'était très bien. L'engouement de ces hommes est à l'image de celui du public pour Alpine. Aujourd'hui encore, la victoire aux 24 heures du Mans et le titre de champion du monde des constructeurs en rallye reste dans toutes les têtes. On était beaucoup moins de puissance que de Porsche, etc. Mais la voiture était légère, elle était maniable, et donc c'est ce qui explique pourquoi on a gagné le championnat du monde des rallyes en 73. Ouais. Conscient de cet héritage, Renault a choisi de consulter l'association au moment où la nouvelle A110 prenait forme. Pour la toute première fois ce jour-là, André Desaubry, autrefois mécanicien alpine sur les circuits, teste l'héritière de la berlinette en terre diepoise. C'est impressionnant, hein. On n'a pas ça, la même impression dans une berlinette, vous voyez.
on parle et on s'entend, on n'a pas besoin de hurler dans la voiture. Dans une berlinette, pour pouvoir s'entendre, il faut commencer à élever la voix. Hein. Quand nous, on roule là-dedans, on n'a plus envie de descendre, c'est clair, dans la vieille, parce que c'est notre histoire, c'est notre ADN, c'est notre jeunesse. Et cette réinterprétation-là, nous, elle nous plaît forcément beaucoup. Ce qu'on aimerait, c'est que les gens qui ont participé à cette renaissance, recréation, etc., aient le bonheur de vivre l'histoire que nous, on a vécue. Une alpine, ça doit courir. Une version compétition de la 110 vient d'être présentée pour participer à plusieurs courses européennes. Alors en alpine ou pas, peu importe. On va aller plus au sud à Chambéry pour assister à une chorale baptisée « Les mains pleines de voix ». Ici, les chanteurs sont sourds et malentendants et ils pratiquent le chant-signe. Il s'agit en fait de transcrire les paroles d'une chanson en langue des signes. Ils ont d'ailleurs déjà accompagné plusieurs artistes de la chanson française. En février dernier, sur la scène des Victoires de la musique, Les mains pleines de voix offre une version chansignée du Corbeau blanc de Julien Doré. Je suis devenu corbeau blanc. Cet instant magique a pour berceau le quartier de la Gare à Chambéry, dans les locaux de l'ADIS, l'association départementale pour l'insertion des sourds. Au départ, la traduction de chansons n'était qu'un moyen de travailler le français, cette langue que les sourds apprennent presque comme une langue étrangère. Et tant qu'à traduire en signes, pourquoi ne pas interpréter ? Le cours de français a ainsi donné naissance à une chorale de chant-signes pour le plus grand plaisir de Pascal, qui a perdu progressivement l'audition. Quand j'étais petite, j'aimais chanter, j'ai un peu fait de la chorale, et ça m'est impossible maintenant. Je m'entends plus, donc je peux plus chanter. Enfin, je chante, mais tout le monde me dit de me taire. Donc du coup, j'ai un peu retrouvé cet attrait, cet intérêt pour la musique que je n'entends plus au travers des textes, du rythme. Les mains pleines de voix réunissent désormais sourds et entendants autour de cette pratique artistique du signe. Avec un défi pour Françoise, la professeure devenue chef de chœur, faire évoluer ses élèves sur une musique dont la plupart ne perçoivent que des vibrations. On fait démarrer quelqu'un qui entend en premier, mais parfois non, parfois ça peut être simplement, tu vas faire 5 pas en avant et au 6e pas tu vas démarrer. Et parfois ça va être un simple regard, la tête qui tourne et effectivement ça veut dire que la personne d'à côté va démarrer. Ce clip est la dernière production des Mains pleines de voix. D'heureux hasards en belles rencontres, la chorale s'est aussi produite aux côtés d'artistes comme Benabar, Vianney et donc Julien Doré qui, lui, les a conviés sur scène près d'une dizaine de fois. Finalement, on prend l'habitude et maintenant, oui, souvent je monte sur scène. Et effectivement, c'est un rêve artistique, c'est beaucoup d'émotions à chaque fois. Et pour moi, c'est quelque chose de très beau, enfin, j'adore ça, voilà. C'est une passion. J'aimerais qu'on applaudisse mes camarades. Des mains pleines de voix, mais que nous le fassions de la bonne façon, dans la langue des signes, et tous ensemble. Les mains pleines de voix que vous pouvez suivre d'ailleurs via leur page Facebook. Vous retrouverez toute leur actualité et les dernières photos mises en ligne. On reste ensemble, il est un peu plus de 11h, j'espère que vous passez un bon moment. Dans un instant, on va vous proposer une idée de sortie insolite près du bassin d'Arcachon. On va entrer dans une serre où se côtoient des centaines d'espèces rares de papillons. On doit cela à un vrai passionné, c'est assez fou. On rencontrera également un photographe animalier qui dénonce sur Internet le braconnage des lynx. Son film dépasse les 100 000 vues sur les réseaux sociaux. Mais avant cela, on reste avec nos amis les bêtes pour découvrir dans l'Orne toute une série de produits faits à base de lait de jument. L'entreprise qui en a fait une spécialité doit désormais miser sur Internet pour continuer à exister. Vous ne les verrez pas souvent côte à côte. Étienne et Julie de Cailleux savent tout faire, ils doivent tout faire sur leur exploitation. Alors, ils se répartissent les rôles.
Ce matin-là, Julie s'occupe des commandes passées sur Internet. Des études récentes montrent que si elles ne prennent pas le virage du numérique, 50% des petites entreprises normandes disparaîtront avant 5 ans. Une menace qui ne pèse pas sur Chevalet, bien au contraire, car l'e-commerce est sans aucun doute l'avenir de la ferme. Il y a vraiment une liberté dans la relation client-vendeur qui est vraiment très agréable. C'est une très très belle manière de vendre des produits comme les nôtres. Au départ, il y a 11 ans, le lait de jument était distribué en exclusivité par un réseau de magasins bio qui croyait en ses bienfaits. Chevalet réalisait alors un chiffre d'affaires de 380 000 €, rien que pour le lait frais. Mais la loi a cassé cette exclusivité de distribution. C'est là que les difficultés ont commencé. On se retrouvait avec 4-5 palettes à envoyer, donc avec 4-5 fois le prix du transport. Et donc ça a vraiment commencé à nous coûter cher. En fait, d'un gros client qui nous valorisait, qui nous poussait, qui nous choyait, on est tombé à plusieurs petits réseaux qui en fait n'avaient pas vraiment le même intérêt, il n'y avait plus d'exclusivité, donc plus personne ne s'occupait de nous. Il y a quand même encore quelques magasins prêts à soutenir Chevalet, comme cette enseigne à Alençon. On essaye de le mettre en avant. Honnêtement, on n'a pas toujours le temps d'être derrière chaque bouteille pour la conseiller. Donc on fait de temps en temps des animations. Les gens de Chevalet viennent régulièrement faire des animations au magasin. Et oui, quand les gens entendent et voient ce que c'est, on en vend beaucoup plus parce que c'est un super produit. On fait déguster, finalement les gens passent dans le rayon, prennent une bouteille, on les voit partir avec. Et en fait, ils ont envie de faire découvrir ça à leur famille, tout simplement. Le commerce du bio a été rattrapé par la grande distribution. De 2500 références, on est passé à 20 000. De plus en plus de revendeurs pinaillent sur les prix pour quelques centimes. Des considérations bien loin de la philosophie de Chevalet, qui veut avant tout promouvoir les vertus de sa production. On voudrait bien vendre beaucoup plus de ce genre de choses, mais ça demande à être connu, à être conseillé. C'est un lait qui est très proche de la composition du lait humain, puisque le cheval est un animal monogastrique. Donc c'est un seul estomac comme l'humain. C'est très doux, c'est à la fois sucré, c'est ça qui est ouais, c'est très étonnant. Ouais. J'aurais pas eu l'occasion, j'en aurais pas pris par exemple. C'est vrai que maintenant je sais comment je peux l'utiliser en fin de compte comme un autre lait, vous voyez. Alors que je prends pratiquement pas de lait moi. Naguère, dans toutes les fermes normandes, comme chez François Dufour, on buvait du lait de jument sans se poser de questions. Moi j'ai eu la chance de naître dans une ferme où il y avait des poulinières et nos parents nous faisaient boire du lait de jument quand on était enfant. Et c'était ce qu'ils nous disaient, ça permettait de booster l'organisme et d'éviter bien d'autres ennuis comme les rhumes et autres l'hiver. Donc on buvait couramment du lait de jument. Aujourd'hui, c'est toute une croisade que de le faire reconnaître comme lait infantile. Mais de la Normandie au Parlement européen, les croisés de Chevalet ont décidé de se lever. Alors comment vont-ils s'y prendre pour faire entendre leur voix au sein du Parlement européen? Eh bien, c'est ce que l'on verra demain dans l'Instant R avec à la suite de ce feuilleton. La quotidienne des régions qui donne régulièrement la parole à celles et ceux qui mènent des combats, à l'image de Vincent Munier. Ce photographe animalier dénonce sur Internet le braconnage des lynx, une espèce pourtant protégée. C'est l'Instant Portrait. On n'a encore pas compris qu'on fait partie de l'univers du vivant. Et ça, c'est assez énervant. Et parfois, le beau, c'est pas suffisant. Et j'ai envie d'être un peu plus militant. Que s'est-il passé pour que Vincent Munier sorte ainsi de sa réserve? Lui, d'habitude si placide, si calme. Nous l'avons retrouvé sur son camp de base, les montagnes vosgiennes, loin de la Sibérie, du Grand Nord canadien ou de l'Arctique, qui ont fait sa réputation de photographe animalier. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la mort d'un lynx filmé dans le Jura voisin, la fin brutale d'un long compagnonnage. Il y a quelques années, j'ai eu une nuit incroyable, une nuit où ils se sont rassemblés, c'était au moment du rut, au mois de mars, où la femelle a appelé le mâle, et j'ai vu les deux, j'ai passé plusieurs heures avec eux, c'était juste magique, ils m'ont accepté complètement. J'ai vu cet accouplement, et j'ai même pu dormir à côté d'eux, j'ai le souvenir un truc incroyable. Et l'an passé, j'ai appris en effet que ce lynx était mort, et qu'il avait été braconné, il avait reçu un coup de fusil,
Et il vivait depuis 1 an ou 2 avec 120 plombs dans le corps. Donc il était atteint de saturnisme, il était totalement affaibli et du coup il n'était plus capable de chasser des proies sauvages. Cette colère, Vincent Munier décide alors d'en faire un film avec une de ses amies. 4 minutes, comme un coup de gueule, sans jamais hausser la voix, mais sans éluder le coup de feu. En moins d'1 mois, il enregistre 120 000 vues sur YouTube. On a cette chance d'avoir ces réseaux sociaux finalement, je suis pas trop pour ça, il faut quitter les écrans, aller plus dehors, mais malgré tout, ça diffuse, ça rayonne, et ça va, et c'est bien pour ce genre d'information. Si ça fait un peu réfléchir, si, je sais pas, si les chasseurs le voient en tout cas, ou pas les chasseurs mais les braconniers, peut-être que ça peut les interpeller. L'amour, à l'amour, quand on parle toujours. Moi, je voulais surprendre, je voulais choquer, c'est vrai qu'au début, on commence à regarder ces premières images de lynx qui s'approchent, qui se dragouillent, etc. Et puis sur la musique de Mouloudji qui est complètement décalée, on se dit oula, c'est quoi ce truc gnangnan Et puis en fait, le coup de feu, il est là, quoi. Le coup de poing, c'est ça. Aujourd'hui, la population de lynx est essentiellement concentrée dans le Jura, une centaine d'individus tout au plus. Dans les Alpes, il serait une vingtaine, alors que dans les Vosges, la population vient de s'éteindre à nouveau. Oui, on estime aujourd'hui entre 9 000 et 10 000 la population de lynx en Europe. Les papillons, eux, sont beaucoup plus nombreux, ils sont variés aussi, et pour s'en rendre compte, eh bien, pas besoin de quitter la France, non. Il suffit de se rendre à Sanguinet, c'est dans les Landes. Et depuis 15 ans, eh bien, une serre fondée par un passionné accueille près de 200 espèces. Entrer au paradis du papillon, c'est se laisser envelopper par la magie d'un monde foisonnant et coloré. Dans la serre, le visiteur peut en observer des centaines, se relayant avec légèreté toute la journée. Ça permet surtout aux gens de voir ce qu'ils ne verraient pas, même en allant dans ces pays-là. Là, il y a des milliers de fois la densité naturelle et des papillons qui sont saisonniers en zone sauvage. Ici, on les a toute l'année. Benoît Ferrer est fasciné par ces petits êtres fragiles qu'il étudie depuis l'enfance au point d'être devenu éleveur de papillons. Un travail de fourmi, oserait-on dire, tant il demande patience et énergie, à commencer par la culture des plantes exotiques. Pour certaines espèces, on va voir qu'un pot, comme ici, qu'un pot de cette passiflore pour avoir les œufs de cette espèce. Et donc là, vous avez les œufs. Car chaque papillon a sa plante précise. Après la ponte, il faut recueillir les œufs minuscules pour les protéger des prédateurs jusqu'à ce qu'ils deviennent chenilles, développant des stratégies surprenantes à l'image de celle-ci, aux allures de serpent. Celle-là, elle est de face, il y a 2 points noirs et quand l'oiseau arrive pour attaquer par derrière, elle va gonfler le haut du corps et après elle sort la langue bifide orange où il y a le poison dessus. Tout commence par la réception de chrysalides comme celle-ci en provenance du Costa Rica après un périple des plus délicats. Dans la boîte, en forme d'écrin, des petits bijoux naturels prêts à se fondre dans la nature. C'est super fragile, ça ne supporte pas les excès de température, de choc, d'hygrométrie. Il faut que ça soit toujours un petit peu humide, c'est pour ça qu'il y a du papier sopalin entre les deux pour garder l'humidité. Et des boîtes taillées à la forme de la chrysalide pour éviter les chocs. Les chrysalides sont ensuite placées dans un éclosoir où elles vont passer plusieurs jours ou plusieurs mois avant la métamorphose. Quand on les laisse dans la serre, il y a toujours des prédateurs qui arrivent ou quand on taille les plantes, on peut les faire tomber et ça ne permet pas de les surveiller. Alors que là, on les voit tous les jours, on sait quel stade elles sont et s'il y a le moindre problème, on peut réagir. Donc dans la serre, on ne peut pas. Environ 180 espèces sont représentées, venues de pays chauds où elles ne sont bien sûr pas menacées, certaines étant même considérées comme des parasites. C'est devenu une peste en Amérique du Sud. Et là, au Costa Rica ou en Équateur, on a quelques éleveurs, quelques producteurs de bananes qui, plutôt que de traiter et de tuer les chenilles, préfèrent élever les papillons et nous les envoyer en forme de chrysalide. Et ça leur apporte un peu d'argent pour pouvoir vivre.
Benoît Ferrer est aussi un globe-trotteur des papillons. Bientôt, il repartira pour les étudier et sélectionner ses expéditeurs. Un voyage à tire-d'aile pour offrir 6 mois par an un peu de rêve sur la route des vacances. Et si vous voulez vous approcher de ces papillons, eh bien retrouvez toutes les infos pratiques sur auparadisdupapillon.fr. L'instant R, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h50 pour faire le tour des régions. On vous donnera notamment des astuces pour réussir à esquiver la corvée des courses tout en choisissant vous-même vos produits. C'est tentant, non? Allez, très belle journée. À demain. Tout de suite, c'est Midi en France.